Diversifier sa mise en activité. À la fin de cette vidéo, vous saurez formuler les consignes pour un travail individuel réussi, fixer un niveau d'exigence, accorder un temps adéquat au travail individuel et mettre en place un déroulement efficace et calme. Première partie, le travail individuel. Le travail individuel est une phase du cours pendant laquelle l'élève travaille seul sur une consigne. Elle peut aussi bien durer 1 à 2 minutes qu'une heure. On l'appelle souvent travail en silence, car dans cette phase, on n'a généralement pas le droit de parler. Le travail individuel n'est pas une méthode au sens strict du terme, mais plutôt une forme sociale de travail. Le travail individuel peut s'opérer grâce à diverses méthodes. Le travail individuel est introduit par l'attribution d'une tâche. 4 règles, l'élève doit clairement comprendre ce qu'il doit faire, comment il doit procéder, de combien de temps il dispose, et ce que l'on attend de lui à la fin, la tâche finale. On n'hésitera pas à faire apparaître les consignes au tableau, surtout si plusieurs tâches sont prévues. Quelle est la place de l'enseignant ici? L'enseignant doit veiller à ce que le travail individuel soit un travail qui apprenne l'autonomie. L'enseignant n'intervient seulement qu'en cas de difficultés insurmontables. Il circule dans la classe. Il doit solliciter également les élèves discrets. C'est le moment également d'encourager les élèves plus faibles et timides en validant une tâche réalisée avec succès et de libérer ainsi cet élève de la peur de participer. Cela permet de renforcer la confiance en soi. On peut convenir avec les élèves d'un appel à l'aide silencieux pour se manifester, comme avec le tétraède. Après le travail en silence, il y a plusieurs possibilités de continuer le travail. Échanger sur les résultats en binôme. Les élèves présentent chacun leur tour tous leurs résultats, les retravaillent, les exposent ensemble en plénière. Le travail de groupe. Les élèves commencent par rendre compte, en groupe, chacun leur tour, de leurs résultats pour travailler sur un compte-rendu commun. Ou la présentation immédiate en plénière. On va veiller à ce que, lors de cette phase, de nombreux élèves présentent leurs résultats. Les apports pédagogiques du travail individuel sont nombreux. Du point de vue psychologique, le travail individuel est pertinent, car l'apprentissage sous la forme de réception de connaissances a toujours lieu de façon individuelle. La maîtrise d'une technique difficile doit pour chaque élève s'effectuer également seul. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut gagner de l'assurance dans cette maîtrise de techniques de travail qui seront utiles en groupe. Le travail autonome est une qualité essentielle pour les études et le monde professionnel. On apprend à se confronter aux difficultés et à ne pas renoncer aussitôt. Le travail individuel offre des possibilités d'individualisation. Quand on travaille seul, cela peut aussi se faire en utilisant plusieurs documents différents. Le travail individuel peut être un bon entraînement pour apprendre à faire des devoirs à la maison, ceux-ci devant être effectués dans la plupart du cas en travail individuel. Le travail individuel est le préalable à un travail en commun, qui, grâce au principe du hasard, n'est pas laissé entre les mains des seuls volontaires. On préférera le travail individuel dans l'acquisition de techniques de travail individuel qui ne doit pas être perturbée par un travail de groupe. Exemple, la tâche cartographique. En début de cours, également, de courtes phases de travail individuel pour faire le lien avec un cours précédent. Lors de l'introduction de nouveaux sujets, les élèves peuvent ainsi noter leurs propres connaissances. L'exemple bien connu est celui du brainstorming. Le travail individuel doit absolument précéder le travail de groupe. Exemple, une phase de recherche individuelle qui permet au groupe de mieux fonctionner quand ils ont travaillé de manière individuelle les informations qu'ils doivent traiter ensemble. En ce qui concerne les problèmes éventuels, ils sont de 2 ordres, différenciation et gestion du temps. Certains exercices sont trop difficiles pour certains ou trop faciles pour d'autres, et certains élèves sont particulièrement rapides et s'ennuient facilement. D'autres nécessitent plus de temps. Il est donc nécessaire ici de se poser les questions, de se demander s'il faut différencier les exigences de base de celles d'approfondissement et comment. On peut également, pour mieux gérer le temps, demander aux élèves le temps dont ils ont eu besoin pour telle ou telle activité, de comparer les résultats. Cela permet d'acquérir une bonne intuition du temps à accorder. Pour réussir une mise en activité individuelle, au moment de l'organisation de l'activité, il faut trouver une réponse à ces différentes questions. Les consignes sont-elles formulées assez clairement pour que mes élèves sachent ce que j'attends d'eux? Le niveau d'exigence choisi permet-il à la plupart des élèves d'aboutir à un résultat?
Le temps accordé est-il adéquat? Mes élèves disposent-ils des règles préalables à un déroulement efficace et calme? La méthode du Think, Pair, Share, principe de base de la pédagogie collaborative. Le cours est divisé en 3. Une phase de réflexion individuelle, une phase d'échange entre partenaires ou en petits groupes, une phase de présentation orale en groupe ou en plénière. Penser, échanger, présenter est un modèle que les apprenants gardent à l'esprit et qui les aide à structurer leur phase d'acquisition de façon responsable et à appréhender de nouveaux contenus grâce à des connaissances acquises auparavant. Cette méthode permet de nombreuses variantes. Elle est différente des méthodes traditionnelles car au lieu d'être insufflée par l'enseignant, elle part de la motivation des élèves par l'intermédiaire de l'enseignant pour finir par une consolidation conduite par l'enseignant. Cette méthode est si simple que vous pouvez l'appliquer dès demain en cours. Les avantages, tous les élèves sont interrogés. Tous sont impliqués. Toutes les idées sont importantes. Cette méthode permet de régler le problème du manque de travail en groupe. Elle stimule l'esprit d'équipe chez les élèves et prévient l'exclusion. Exemple d'un Think, Pair, Share au début du cours. L'enseignant commence par introduire quelques mots. Une courte transition avec le cours précédent peut être effectuée. Souvenez-vous du dernier cours. Quel sens donnez-vous à la phrase suivante? Prenez 2 minutes pour noter vos idées sur le sujet. Tous les élèves se mettent à prendre des notes. Pendant la courte phase de réflexion, les élèves ont le temps de se remémorer le cours et de formuler leurs idées. Puis intervient la phase d'échange. Les élèves se tournent vers leurs voisins de table et discutent de leurs résultats. L'enseignant peut numéroter les binômes ou les groupes de 3 et décider que les groupes 3, 6, 12 présentent leurs idées. Cette dernière phase ne doit pas prendre plus de temps que la traditionnelle phase de motivation. La différence réside dans le fait que tous sont sollicités, tous sont actifs et impliqués dans le cours. Ils trouvent le lien avec le cours précédent et acquièrent les prérequis pour de nouvelles connaissances. L'enseignant ayant planifié un sujet encadré, il ne fait pas chercher les élèves, rien ne justifie cela même dans une phase de découverte. L'enseignant dévoile le nouveau sujet du cours et explique le déroulement. Il s'épargne ainsi le jeu des devinettes, pose des questions transparentes et n'a ensuite pas de problème avec les transitions. L'enseignant peut ainsi introduire la nouvelle phase de travail en présentant les objectifs de la nouvelle séquence de cours. Si tout le monde participe activement, nous serons des experts de notre sujet et par là même améliorerons nos compétences d'exposition à un groupe. Le nouveau sujet peut alors être traité en profondeur sous forme d'un cours frontal. Le travail personnel est à nouveau organisé selon le Think, Pair, Share. L'échange au sein des groupes est préparé par le travail individuel sur le document. Quand vous pratiquez le Think, Pair, Share en pédagogie collaborative, vous reliez toujours du nouveau à du connu. Vous prévoyez toujours une phase de travail individuelle. Vous définissez au hasard les interventions des élèves de toute la classe. Vous annoncez le déroulement du cours. Vous dévoilez clairement les objectifs en informant du sujet abordé ainsi que de la compétence à acquérir. Le rituel du début du cours du type « réfléchissez au cours précédent » peut à la longue être ressenti comme éculé. Vous devez donc disposer de plusieurs entrées en matière créative qui rendent ces phases de travail individuelles toujours intéressantes et bien conçues. Voici quelques autres possibilités. L'exercice d'application. En appliquant ce que nous avons appris au cours précédent, effectuez cet exercice. Les citations du cours précédent. Au précédent cours, un tel a dit telle phrase. Tel autre élève a déclaré telle autre phrase. Dans quel contexte ont-ils dit cela? Les associations de mots. Je vous donne 5 mots. Comment ces termes sont-ils liés à notre dernier cours? La résolution de problèmes. Les associations d'idées. Au dernier cours, nous avons parlé de tel sujet. Quelles impressions vous viennent à l'esprit? Quelles idées vous viennent à l'esprit quand vous pensez à cela? Les opinions. Au cours précédent, nous avons parlé de tel sujet. Notez pendant 3 minutes ce que vous en pensez. Des perspectives. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier telle question. Notez ce que vous souhaiteriez savoir. Ou encore les définitions. Telle définition, comment expliquerais-tu à une classe de 6e ces mots?